Magic Moment by Sport and People News. La vie est faite de beaux cadeaux, des présents qui subliment et illuminent notre existence. Savourons la vie grâce à ces magnifiques moments magiques qui apaisent le cœur et font réellement du bien au corps et à l'esprit. Bienvenue sur Sport and People News et vivons ensemble un merveilleux Magic Moment. Cher Alexandros Debier, vous êtes compositeur, pianiste et producteur. Alors comment est née la passion pour la musique et plus particulièrement pour le piano? Alors, c'est une histoire très sympa, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'âge de 5 ans à jouer du piano et bien sûr, dans cet âge-là, je n'avais pas du tout la possibilité de décider quoi que ce soit, donc c'était carrément un choix et une volonté de mes parents de m'initier un peu à l'étude de la musique. Disons que je ne viens pas vraiment d'une famille de musiciens professionnels et c'est surtout mon père qui joue encore toujours aujourd'hui de la basse électrique, donc il a toujours eu la passion pour la musique folklorique italienne et même pour la musique rock des années 70, etc. Et justement, mon frère et moi, tous les deux ont dû justement un tout petit peu s'approcher à cet art. Ce qui est toujours assez drôle dans ce genre de situation, dans certaines familles, c'est que mon frère était un peu le premier qui a commencé et moi je suis arrivé juste après. Bien sûr, mon frère il jouait de la guitare, donc déjà ce n'était pas question de jouer le même instrument que mon frère. Il y a toujours ce petit genre de... non, pas rivalité bien sûr, mais on ne veut pas faire ce qu'on fait justement notre frère ou notre soeur, j'imagine, c'est un peu normal. Et justement, mes parents m'avaient demandé avant de m'inscrire en cours de musique, que si j'aurais souhaité jouer un peu. Et du coup, je me rappelle juste, bon, ça c'est mon impression, c'est mon souvenir d'enfance, c'est que j'avais regardé à la télé, en fait on était à table à dîner, et justement ils m'ont dit alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait piano, on fait clarinette, on fait, je sais pas, violon. Et je me rappelle d'avoir vu un pianiste, justement il y avait à la télé un pianiste, on parlait de un pianiste de musique classique qui jouait cet instrument que je ne connaissais pas, mais j'ai vu cet instrument et j'ai dit ok, je veux jouer ça. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais ça m'a vraiment immédiatement impressionné cet instrument très grand, avec ses sons et tout ça. Et donc, un peu inconsciemment, j'ai décidé de prendre des cours de piano. Donc, j'ai commencé à 5 ans. Et bien sûr, au début, on n'avait même pas un piano à la maison. Justement, on avait des guitares, on avait des basses, parce que mon père et mon frère, justement, ils avaient ces instruments-là. Ils utilisaient ça. Et j'ai commencé avec un tout petit clavier. Et j'ai pris des cours. C'était une diharmonica. J'ai commencé comme ça. Et petit à petit, disons que déjà 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à faire des petits. On faisait des petits moments de musique dans cette bibliothèque de la mairie où j'habitais. Et voilà, aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai pu arriver à être un professionnel de la musique. C'était quand même un chemin assez long et avec beaucoup de belles découvertes, belles opportunités qui sont ouvertes un peu en face de moi. Et donc j'ai commencé dans ces petits villages, après j'ai commencé à prendre des cours dans le conservatoire de la ville à côté de mon village, de Tarente. Et Tarente c'est une ville du sud de l'Italie, dans la région des Pouilles. Et bien sûr, vers l'âge de 18 ans, etc., j'ai décidé d'aller étudier dans un conservatoire à Parme, dans une ville dans le nord de l'Italie, où j'ai quand même fait aussi des études de lettres et philosophie en même temps. Donc c'était quand même un choix de vouloir changer dans une grande ville. Et voilà, et dans la ville de Parme, j'ai fait une formation justement un peu plus large, c'est-à-dire que j'ai pris mon diplôme de piano classique, mais aussi un master en classique, bien sûr, mais un master en musique jazz aussi, et musique improvisée. Et voilà, et après la formation évolue avec un master aussi en Norvège, à l'Académie de musique de Norvège. Voilà. Alors vous vous souvenez de la première musique que vous avez reproduite au piano? Alors ça, c'est très difficile à dire, mais je pense que c'était peut-être une petite... Je pense que là, dont je peux me rappeler, c'était justement pour disons le petit concert de fin d'année. Je pense d'avoir joué un petit morceau de Clementi, du Muzio Clementi. Je pense que c'était juste ça, mais je ne peux pas vraiment me rappeler. J'étais vraiment très petit quand même. Mais dont je me rappelle aussi, je me rappelle d'un petit concert que j'ai fait justement dans cette période-là. Je ne peux pas me souvenir si c'était à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais je me rappelle d'être déjà à cette époque-là assez
entre guillemets, débrouillard par rapport à ce que je faisais sur scène. C'est-à-dire que j'étais très petit, mais je me rappelle, j'avais eu un souci. Je pense qu'il y avait une feuille qui était tombée par le piano, et tandis que je faisais ces concerts. Et bien sûr, quand on a 6-7 ans, il y a un public, on est super terrifié d'aller sur scène et jouer. Et je me rappelle d'avoir fait justement appel à toutes mes énergies pour arriver quand même à terminer le morceau. Et ça, je pense que c'était quand même un signe dans ma tête que j'aurais pu quand même de toute façon, j'étais quand même prêt à être sur scène et même assumer un moment de péril, si on peut dire ça, dans le moment lors d'un concert, et de garder le froid et de sang-froid, de continuer à jouer quand même quoi qu'il arrive. Et je pense que ça, c'est quand même un signe qui était un peu un fil rouge un peu de ma carrière. Donc j'ai toujours un peu aimé le risque en général, même au niveau artistique, disons surtout, voulu faire même des choses un peu difficiles, même sur scène, tenter des choses. Et c'était, je pense, dès mes premières années, je m'appelle, j'étais déjà comme ça. Donc c'était quand même un petit signe dans ma tête que bah, quand même j'aimais ces temps de risque sur scène, de pouvoir essayer des choses et bien sûr d'apprendre grâce à ça. Voilà. Alors, durant votre jeunesse, quels étaient vos musiciens ou pianistes favoris? Ah, ça c'est... Bon, disons que... alors, j'ai tout de suite, disons ça, j'ai tout de suite mis beaucoup d'intérêt dans toutes les musiques. Donc, quelque part, même si j'ai toujours commencé à jouer du classique, disons que quand j'étais adolescent, j'étais beaucoup porté par toutes différentes musiques. Et donc, j'ai commencé très, très jeune à écouter de la musique rock, de la musique même jazz, de la musique différente. Et donc, si je peux dire, oui, bien sûr, j'ai eu... bien sûr, tout le monde, je pourrais faire des références à beaucoup de pianistes aussi classiques, etc. Mais c'est vrai que les vrais, disons qu'il y a deux, trois musiciens qui m'ont vraiment, vraiment, comment dire, impressionné. Et ce n'est pas forcément des musiciens classiques, quoique j'ai eu quand même une formation assez classique. Et c'est pour cela qu'après, je pense qu'aujourd'hui, je m'occupe d'un genre de musique qui est un peu différent, qui est un peu un mélange de tout en fait. Et je peux dire que j'étais beaucoup impressionné par un pianiste anglais qui s'appelait Keith Emerson, qui était un musicien de rock en fait, qui avait formé un groupe qui s'appelle Emerson Lake and Palmer à l'époque. Et c'était un groupe qui justement mélangeait la musique classique avec des musiques contemporaines, des musiques modernes et tout ça. Et justement, il faisait des reprises même de morceaux classiques en version rock. Et je me rappelle bien sûr d'avoir vu cette vidéo. Je pense que c'était à l'île de White. C'était un grand festival des années 70 où il y avait tous des chanteurs, Johnny Mitchell, des grands musiciens de rock. Et je me rappelle d'avoir vu ces musiciens, ils m'avaient complètement bouleversé la vision de ces musiciens. Alors, à partir de là, j'ai dit, ok, j'adore la musique classique. Bien sûr, j'avais vu beaucoup de musiciens, mais je pense que lui, il m'a vraiment donné c'était un changement. Il y a eu un avant et un après, après ces musiciens. Et à partir de là, bien sûr, cela m'a mené un peu sur des musiciens de jazz. Donc, là, je peux citer des pianistes qui je suivais, qui m'ont beaucoup, bien sûr, inspiré. Donc, Keith Jarrett, Bill Evans, ce sont des musiciens. John Coltrane, bien sûr. Ce sont des grands musiciens de jazz qui m'ont vraiment beaucoup inspiré au départ. Et je dois citer eux parce que c'est eux qui finalement ils m'ont vraiment donné, si on peut dire ça, la direction qui après m'a permis de travailler sur ma propre direction artistique. Je peux mentionner bien sûr Glenn Gould au niveau classique si je peux quand même voilà, compléter. Aujourd'hui, quels sont les artistes que vous écoutez? Alors là c'est très compliqué parce que c'est vrai que quand on commence à faire de la musique, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute même la musique que je n'aime pas forcément. Je me laisse inspirer par beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, c'est une très belle question parce que ce que je peux dire, c'est que ça va par des vagues et ça va aussi par des intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, il faut que je retrouve mon téléphone parce que je sais, c'est tellement particulier. Alors, le problème, c'est ça. Je sais plutôt ce que je n'écoute pas. C'est-à-dire que je n'écoute plus trop des références. C'est-à-dire que ça fait déjà des années que
je me suis obligé à ne plus écouter des gens que j'adore en fait. Parce que le problème c'est avec la musique, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'essaie de m'éloigner par les gens que j'adore en fait, le plus possible parce que je ne veux pas être trop influencé. Parce que quand on arrive trop à être à côté de quelqu'un qu'on adore en fait, et ça par exemple c'était un peu le cas, en tant que pianiste par exemple, j'avais eu une admiration extrême pour tous les pianistes de jazz. Bien sûr, qui ont fait un peu l'histoire de ce style de musique. Et à un certain moment, j'ai vraiment senti j'ai eu vraiment la nécessité de devoir aller chercher ailleurs des influences. Et quoique, j'ai toujours adoré les écouter. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais ce que je peux dire, c'est que je m'intéresse beaucoup à des musiques qui sont vraiment très lointaines par rapport à ma recherche. Donc par exemple, j'aime beaucoup écouter des gens qui s'occupent déjà de musique électronique, par exemple. Ou sinon de musiques qui sont un peu plus liées à des traditions. Donc ça peut être la musique arabe, ça peut être la musique indienne, ça peut être la musique qui a quelque chose à faire avec la spiritualité, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup de développer cet aspect-là parce que ça m'amène dans des champs qui m'intéressent beaucoup et qui me donnent des visions qui me permettent de croître en fait. Et donc ce n'est pas forcément des pianistes ou des gens... et donc parfois j'écoute aussi des gens dont j'arrive même pas à prononcer le nom, c'est pour cela que c'est un peu compliqué parfois de me souvenir exactement. Mais ce que je pourrais dire bien sûr récemment, je peux dire ce qui m'a vraiment bouleversé, ça j'ai eu vraiment un coup de cœur récemment pour une chanteuse égyptienne, Kalthoum, c'est ce que j'écoute souvent si parfois j'ai envie d'avoir des références. Et surtout un morceau, j'adore ce morceau, il s'appelle Inta Omri, je l'écoute tout le temps. C'est un morceau que j'écoute tout le temps, parce que je le trouve un chef-d'œuvre de la musique contemporaine. C'est un chef-d'œuvre. Sur des musiques qui durent assez longtemps. C'est des musiques qui durent assez longtemps et qui, par exemple, dans son cas, ça m'a toujours intéressé. Cette façon qu'elle avait d'improviser sur un... C'est extraordinaire ce qu'elle faisait avec ces orchestres. Et je trouve ça hyper inspirant dans la façon dont la musique est composée, dans la façon dont la musique est pensée. Et ça se développe dans le temps et de la façon dont elle peut effectivement communiquer quand revenir, je ne sais pas si l'appeler le refrain, mais quand même au refrain du morceau. Et je trouve ça, par exemple, quelque chose qui est super inspirant pour un musicien qui s'occupe de musique improvisée. Alors, ça c'est un exemple, il y a la musique indienne aussi qui est très intéressante de ce côté-là. Et après je pense quand même qu'il y a beaucoup de musiciens, même dans le continent européen, qui s'inspirent énormément à ça. Et il y a beaucoup de musiciens, par exemple de la région de la Scandinavie, où j'ai un peu aussi habité et que je connais un peu, qui travaillent beaucoup sur cette idée de l'espace dans la musique. Donc justement, vous avez évoqué cette idée justement de l'espace et de le développement. Alors oui, bien sûr, si j'écoute quelque chose aujourd'hui, c'est sûrement des musiciens des musiciennes qui vont dans cette direction-là. Donc, c'est très international. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai toujours du mal à mettre des noms, parce que c'est vrai que c'est plutôt un champ que je vise dans ma recherche. Et ça parce que je trouve dans toutes les musiciens que j'écoute, en fait, il y a des choses que j'adore, il y a des aspects que j'adore énormément. Et même s'il y a en même temps des choses que je n'aime pas forcément. Donc, quelque part, je m'intéresse beaucoup à la recherche et au parcours de la communauté de musiciens. Donc, c'est un peu difficile de donner un nom d'une personne qui vraiment j'adore. Oui, récemment, je pourrais dire Kalthoum, ça m'a vraiment bouleversé. Et sinon, au niveau, j'aime bien beaucoup de pianistes, bien sûr, mais j'ai écouté beaucoup de pianistes différents. C'est compliqué pour moi. Ça c'est la question la plus compliquée. À chaque fois qu'on me pose cette question, je peux vous répondre avec un message. Mais j'essaie de voir ce qui m'avait... voilà. Par exemple, récemment, j'avais bien aimé une guitariste qui s'appelle Zofia Boros. Elle fait du répertoire de guitare contemporaine, etc. Elle a sorti 2 albums sur le label Océane. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Et je la trouve super. Et après, pianiste,
Pianiste, c'est compliqué. C'est beaucoup compliqué pour moi de donner des noms. Mais bon, je vais y réfléchir et je vous dirai ça au long de l'interview, si jamais. Ouais. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie lorsque vous avez composé votre première musique? Alors, la première émotion, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours, depuis le départ, quand je prenais des cours de piano, que ce soit des cours privés quand j'étais très petit, et c'était des cours sinon au conservatoire, je me rappelle toujours d'avoir eu cette exigence, mais je pense parce que j'écoutais beaucoup de musique comment dire, actuelle, parce qu'en français on dit ça, des musiques actuelles en famille, etc. Je pense que, en fait, mes premières compositions, c'était des improvisations. C'est pour cela qu'un peu dans mon style, je pense de mettre toujours ça ensemble. En fait, c'est un peu de la composition improvisée, de l'improvisation composée, c'est un peu comme ça. Ce que je faisais, mais je pense déjà dès l'âge de 10 ans, 11 ans, je trouvais justement une basse électrique ou une guitare à la maison, et donc j'ai commencé à jouer ça d'une façon comme ça, en tant qu'amateur. J'ai commencé à jouer la basse, à jouer de la guitare. Et j'arrive un tout petit peu à en jouer un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est pas d'une façon bien sûr professionnelle. Et je pense qu'à ces moments-là, j'ai commencé juste à faire des petites boucles d'accords, des trucs comme ça. Et je me rappelle quand même, oui, je pense que la première fois, j'avais juste trouvé 2-3 accords qui marchaient bien, selon mon opinion, ils marchaient assez bien. Mais c'était des accords, disons, assez basiques. Donc, disons que mes premières compositions peut-être étaient juste des boucles d'accords. Quoique ces boucles d'accords, je les ai quand même amenées dans le temps. C'est des trucs que j'ai quand même, je me suis intéressé un peu à les jouer tout le temps, d'une certaine manière. Et bien sûr, ce n'était pas rien d'extraordinaire, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien cette façon et je la garde toujours aujourd'hui, c'est-à-dire d'amener mes compositions et ma musique avec moi pendant du temps. J'aime bien quand les musiques elles prennent de la valeur et des signifiants au cours des années. Donc j'adore vraiment commencer à jouer un morceau. Et parfois, ça peut se passer par un petit enregistrement par téléphone. Et après quelques années, je récupère un enregistrement, ce qui se produit tout le temps maintenant. J'enregistre quelque chose quand je suis en déplacement. Je sais pas, je suis en Norvège pour faire un concert. Je prends une salle où j'ai un piano. Je commence à composer ou à improviser quelque chose, enfin, le mélange des deux, et après cette musique elle reste là pendant du temps. Et à l'occasion, je réécoute encore, je dis ah tiens sympa, ok, je me remets au piano après 2 ans, je dis ah très très bien, ok. Et ça par exemple c'est un peu le départ d'un album que j'ai publié l'année dernière qui s'appelle Piano Music. C'était un album qui est né justement un peu comme ça, pendant un peu de la pandémie, etc. J'ai commencé à récupérer des enregistrements du 2016-2017. J'ai dit, ah tiens, sympa. Et j'ai commencé à développer ça. Et après, j'aime bien aussi prendre ces musiques, aller en concert. Et justement, en parlant du risque de quand j'étais un petit jeune pianiste, j'adore aussi me mettre quand même en question et dire, ok, je n'ai pas, j'ai des concerts, par exemple en Italie, dans un petit festival, je sais pas. J'aime bien arriver et proposer un répertoire avec ces morceaux que j'ai commencé à travailler, parce que j'aime bien que ces morceaux-là ils fassent un petit parcours de ma vie avec moi. Et après, il y a le moment où je sens que c'est le moment de les enregistrer. Donc, et après, je les joue en concert encore. Et donc, quelque part, c'est des morceaux que je joue pendant 5, 6 ans, 7 ans. Et j'adore faire ça. Et je pense que ça donne un peu la valeur. C'est le temps qu'on dédie, c'est les histoires qui vont avec, les petits souvenirs d'un concert, d'un petit village où j'ai joué ça. Donc effectivement, je pense que les émotions du premier morceau, ouais, c'est très sympa, mais je pense que je crois beaucoup dans le développement de ça, de cette émotion. D'accord, alors vous êtes titulaire de 3 masters en piano classique, composition jazz, section pour laquelle vous avez obtenu la mention très bien. Alors, la formation est-elle meilleure en Italie ou en Norvège? Ça, c'est... ça, je ne peux pas répondre d'une façon politiquement correcte. Mais disons qu'il y a deux... Ce que je peux dire, c'est ça. C'est que j'ai eu l'immense chance de pouvoir étudier avec des professeurs, des musiciens et des musiciennes extraordinaires. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une formation complète et qui m'inspire toujours aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un peu la clé de mon parcours académique. Alors, dire maintenant si... c'est qu'il faut...
pensée, c'est que chaque pays, et c'est ça, c'est aussi une expérience que j'ai faite, c'est chaque pays a sa façon de comprendre et de aussi structurer le parcours académique des élèves. Donc, quelque part, l'Italie a ses spécificités et la Norvège a ses spécificités. C'est pas du tout la même chose. Si on peut dire ça en 2 mots, disons que je pense qu'en France, ce soit un peu la même chose que l'Italie. On a des parcours académiques qui sont assez stricts, ou quand même, qui ont quand même des règles posées d'une manière assez contrôlée, assez sédimentée. Donc, l'idée d'aller dans un cours, d'aller fréquenter un cours, que ce soit un master, en licence, etc., ça te met en connexion avec des professeurs d'une certaine manière. Et même s'il y a des professeurs qui prennent, disons, le dialogue avec les élèves d'une façon un peu plus amicale, si on peut dire ça, un peu plus comment dire, familiale, ça reste quand même un parcours qui est assez strict au niveau d'examen, au niveau de cours à suivre, au niveau de fréquence des cours. Cela, par exemple, c'est totalement l'opposé en façon scandinave. C'est-à-dire que, par exemple, à Oslo, j'ai fait une expérience complètement différente. Par exemple, si en Italie, j'ai eu justement beaucoup d'examens, beaucoup de cours à fréquenter, et c'était quand même un tout petit peu prévu de cette façon-là. Alors, par exemple, en Norvège, j'ai pu finalement, je suis arrivé et il n'y avait personne qui avait rien à me dire. Je suis arrivé et j'ai dû construire mon propre master avec mes amis et j'ai pu faire justement beaucoup d'expériences là-dessus. Dont la possibilité de pouvoir étudier déjà avec des musiciens et des musiciennes, par exemple dans mon master qui était visé sur la composition et sur la performance. J'ai pu par exemple déjà j'ai pu prendre des cours avec mon mentor. Mon mentor c'est un musicien avec lequel je voulais collaborer à tous les prix et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu en Scandinavie. C'était le pianiste et compositeur Michal Perrin. C'était en fait un professeur, un musicien extraordinaire que j'avais connu au conservatoire en Italie, tandis que j'étais étudiant au conservatoire de Parme, étudiant de jazz. Et c'était une personne qui m'a beaucoup bouleversé dans les bons côtés, parce que c'était un musicien extraordinaire. J'avais envie de travailler avec lui. Et quand je suis arrivé au conservatoire à Oslo, j'ai pu étudier avec lui. Mais en même temps, j'avais beaucoup de crédits que je pouvais utiliser d'une manière différente. Je ne sais pas comment ça se fait maintenant en France, en Italie, mais en Norvège, pour moi, c'était une nouveauté de pouvoir choisir ça. Et j'ai pu, par exemple, me former avec une musicienne qui m'a appris un peu la musique indienne. Et j'ai pu aussi étudier, par exemple, à Göteborg, avec notamment des professeurs que j'adorais, le bassiste, le contrebassiste Anders Jormin, qui est toujours un des meilleurs musiciens européens, et un musicien qui m'a appris un tout petit peu la musique arabe. C'est un musicien, compositeur bouddhiste qui s'appelle Ahmad Al-Khatib, qui est professeur à l'Académie de Göteborg. Donc ça m'a permis aussi de rentrer en contact avec des musiques qui sont complètement... Ce n'est pas des musiques que j'ai vraiment étudiées dès que j'étais justement conservateur en Italie. Donc effectivement, je pense que les deux côtés, ils m'ont beaucoup appris. Au cours de votre belle carrière, vous avez remporté de nombreux prix, lauréat du festival Umbria Jazz, lauréat du concours Padova Carrarese, deuxième prix au concours Luca Flores, sélectionné au concours Martial Solar et Musica Jazz, meilleur album et meilleur talent de jazz italien en 2022. Être reconnu par ses pairs, est-ce pour vous un aboutissement? Je pense que ce soit un très bon aboutissement et je le vois comme des belles nouvelles et comme des reconnaissances quand même pour lesquelles il faut... moi, je me sens... j'apprécie beaucoup ces genres de retours parce que je trouve que ce soit quand même le métier de la musique, soit un métier quand même qui prend et qui a besoin de tellement de temps, de tellement d'édition, tellement d'énergie et aussi tellement d'erreurs aussi. Des moments où, bien sûr, on est un peu moins... oui, bien sûr, on a beaucoup de réussites, mais on a aussi beaucoup de situations justement, par lesquelles on apprend et on apprend à faire mieux. Et quand effectivement il y a des situations comme des gens qui travaillent dans le même domaine, ils sont là pour justement te donner une petite reconnaissance au travail. Je fais ça comme un aboutissement, absolument. En 2010 sort votre premier album solo Aphorismi Protestanti,
s'ensuit les albums Forest, Transparence et votre tout dernier album Piano Musique en 2023. Alors d'où vous vient l'inspiration? Par tous ces albums-là. Oui. Ok, alors l'inspiration, Ou de manière générale? De manière générale, disons, les derniers albums que j'ai publiés, ils font un peu tous partie d'une sorte de dérivation par ces masters que j'ai effectués en Scandinavie. C'est-à-dire que ces masters, c'était justement, ils ciblaient la composition et l'improvisation sur une thématique qui m'est très chère, c'était la thématique de la spiritualité. Donc c'était un peu ça la cible de mon master que j'ai effectué à Oslo, à l'Académie d'Oslo. Et donc l'idée c'était, au long de 2 ans de cours, c'était de créer des projets, de créer des compositions qui puissent être un peu inspirées à ce genre de thématiques. Et donc l'album Forest justement de Silent Fire, c'était justement cette idée, l'idée de construire des prières contemporaines qui pouvaient inspirer les gens, pas forcément d'une religion particulière, c'était un peu l'idée d'avoir une vision assez large de la thématique et de se faire inspirer par beaucoup de différentes sources. Et alors ça c'était un peu, si on peut dire ça, le fil conducteur. Voilà, parfois entre l'italien, l'anglais, le français. Vous vous débrouillez très bien. Merci. C'est le fil conducteur un peu de cette recherche. Alors au long de cette recherche, j'ai quand même composé beaucoup d'autres musiques. Et comme je disais, parfois c'était même des musiques que j'ai enregistrées au téléphone qui sont quand même inspirées à cette période de 2 ans qui était assez chargée par rapport à ça. C'était vraiment ciblé sur la composition. Et donc, disons que cet album-là, mais même Transparence, il était un peu dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il est un peu... il est passé dans un contexte un peu plus méditatif, sans être pour autant vraiment visé sur la spiritualité, mais c'est l'idée de faire de la musique qui puisse un peu nous amener dans des endroits qui sont un peu mystiques, sont un peu presque perdus, sont presque un peu imaginaires, comme ça. Donc c'était un peu une déclination de la même chose. Et si on peut dire ça, les 2 pianos musique 1 et 2 qui sont sortis récemment, ils prennent un peu cette voie, mais la déclinent vers l'idée de la dédicace, donc l'idée de dédier un morceau à une personne, à une thématique ou à un lieu particulier. Et il y a quand même, je pense, un contexte un peu qui parle un peu de la spiritualité, mais même de la sacralité d'un lieu ou d'un contexte un peu quand même spirituel envers une personne, envers quelque chose qui nous est cher. Donc quelque part, je pense qu'ils soient tous les 4 un peu dérivés par cette recherche. Tel un ornement pour embellir une œuvre musicale, au niveau de l'émotion pure, lequel de ces 2 éléments, la musique ou le texte, habille l'autre? Alors, chaque morceau est différent. Et chaque morceau a une gestation différente. Et il y a des morceaux, par exemple, qui sont nés par rapport à un texte. Ça, c'est un peu une recherche personnelle. C'est vrai que j'aime bien, comme je disais avant, j'aime bien prendre des petits bouts de musique, mais j'aime bien aussi prendre des petits bouts de texte qui m'inspirent. Et j'aime bien les mettre de côté. Et disons quelque part que j'ai un petit carnet d'idées, que ce soit des carnets d'idées de titres, que ce soit des carnets de textes sacrés ou littéraires, ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi un carnet de musique. Donc disons que à la fois c'est le texte qui habille la musique et vice versa. En fait, chaque morceau pour moi je le traite comme quelque chose d'unique et donc j'essaie aussi de me surprendre moi-même de faire des choses toujours un peu différentes, de ne pas avoir toujours la même façon de faire un morceau. Donc parfois, le morceau peut être vraiment composé complètement avec mon crayon et mon petit bout de papier. Et parfois, effectivement, ça peut se développer grâce à une petite phrase qui devient une mélodie. Et parfois, ça se développe même parce que j'ai un titre dans la tête et je veux faire un morceau qui est ce titre-là. Et donc, du coup, je prends un petit bout de texte et je commence à parler. Et après, je me rappelle que peut-être j'avais un petit bout de musique dans mon téléphone et j'essaie de combiner les choses. C'est un peu le sens de la composition d'ailleurs. Et parfois, c'est des improvisations qui deviennent des compositions et vice-versa. C'est toujours un peu différent. Donc, je me laisse un peu transporter par l'intuition, un peu par ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et je trouve que ça laisse un peu frais le parcours, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas trop l'encadrer. À travers vos compositions musicales, quel message souhaiteriez-vous délivrer?
Alors, disons que la musique elle-même, elle envoie des messages. Et sûrement, ce qui est important pour qui s'occupe de musique, c'est de délivrer un message qui soit le plus honnête possible par rapport aux attentes personnelles, par rapport au parcours et par rapport à la qualité de la musique même. Je pense que c'est sur ça la première chose. Après, bien sûr, moi j'aime bien quand même donner du sens à ce que je fais. J'aime bien, comme je disais avant, que la musique puisse avoir un message qui peut être un peu délivré par mes pensées ou par mon idée ou par ce que je veux porter. Et alors là, ça dépend aussi du morceau. C'est-à-dire que dans certaines situations, comme ces deux derniers albums, j'ai vraiment fait une sorte de focus sur ce qui signifie dédier un morceau. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, bien sûr, dans les albums précédents, par exemple, c'était mon parcours personnel. J'avais beaucoup visé aussi la construction particulière de comment construire les musiques. Et j'ai voulu, pour ces deux albums-là, par exemple, revenir un peu à la source de ce que j'avais fait. Et c'est que justement, ça revient un peu à la question que vous m'avez posée avant, la première composition. J'ai essayé de par exemple, dans ces deux derniers albums en particulier, parce que chaque album est différent, je le traite un peu différemment. Euh, Par exemple, j'ai visé un peu plus l'idée de dédier un morceau. Pourquoi? Parce que parfois, en tant que musicien, on est un peu visé beaucoup par la technique, parce qu'on apprend la technique, on nous apprend la technique, on nous apprend à être toujours précis, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je suis toujours assez précis, mais je me suis dit, j'avais un peu peur de perdre un peu pourquoi je fais de la musique. Et je me suis dit à moi-même, pourquoi tu as commencé à faire de la musique? Et quand j'étais très très jeune, je voulais faire de la musique essentiellement parce que je voulais jouer au piano. Je voulais jouer du piano, je voulais me mettre en face à mon instrument préféré et jouer quelque chose. Et bien sûr, j'aime bien cette idée de parfois revenir un peu à la source et dire, ok, je peux jouer un morceau qui est par exemple dédié à mes parents. Et donc, il y a un morceau dans mon album, le premier morceau de l'album Piano Musique est dédié à mes parents. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux que je suis là. Donc, je trouve que quand même donner une connexion à la musique soit important. Après, on peut le faire dans différentes possibilités. On peut faire un album comme Forest qui est dédié à la spiritualité. On peut faire un album qui est dédié à des gens, à des lieux, à des situations particulières, à des thématiques particulières. Et je trouve que jusqu'à quand, en fait, la musique a du sens pour qui la produit, il y a certes cette qualité, qui ne soit pas une musique qui vise, euh, comment dire, qui n'a pas forcément une... je sais pas, il y a des gens qui aiment beaucoup faire de la musique pour la musique. Et moi, disons que dans le développement de ma carrière, j'ai toujours trouvé important de donner quand même un sens à ce que j'ai fait. Donc j'essaie de donner des sens et c'est un peu différent à chaque fois parce que, comme je disais avant, c'est important quand même de maintenir la fraîcheur de la création artistique. Donc je ne peux pas dire exactement ce que je vais faire la prochaine fois, mais c'est à chaque fois, j'essaie de me concentrer sur un aspect particulier. Voilà. D'accord. Alors, comment décriveriez-vous votre univers musical? Je pense que ce soit un mélange de mes expériences personnelles. C'est un mélange d'amour pour la construction et la composition de musique avec mes propres paramètres. C'est des paramètres que j'ai un peu choisis, si on peut dire, mais c'est un peu que j'ai construit. Donc, quelque part, ma musique est un peu la combinaison entre cette partie, disons, qui est un peu plus technique, et si on peut dire structurale, et c'est ce que j'ai un peu, c'est cette partie qui a été un peu développée grâce à mes parcours académiques. Et en même temps, j'adore que cette partie-là se mette en contact avec une partie un peu plus personnelle, humaine, et un peu plus attentive à ce qui se passe autour de moi. Donc, j'essaie quand même de trouver toujours une combinaison entre musique et puisse, quelque part, s'imprégner de ces thématiques, de ces genres de spiritualité ou de côté méditatif, si je peux l'appeler comme ça. Et j'aime bien que ces deux univers puissent se parler et dialoguer. Et donc, quand j'arrive à faire, je pense, une combinaison, arrive à créer une combinaison entre la partie technique et la partie un peu plus émotionnelle, un peu plus spirituelle. Et quand j'arrive à trouver un morceau qui a bien équilibré avec les deux univers, je pense que alors le morceau soit prêt pour être publié ou pour être joué en public ou pour être présenté, partagé avec mon public. Ouais. Alors, la particularité de vos 3 derniers albums solo, ils ont été élus disque du mois par Musica Jazz et Europe Jazz Network. Alors là, vous obtenez la reconnaissance du public. Pouvons-nous parler de consécration? Alors je trouve toujours intéressant ça parce que
je pense que de mon côté, j'ai vraiment fait un focus sur ces albums-là pour les faire sortir comment dire, avec le maximum de précision par rapport à ce que j'avais dans mon cœur, dans ma tête. Je voulais publier ces genres cette musique et je voulais qu'elle sortait avec le maximum de qualité. Justement, on parlait aussi de la façon dont ces albums ont été enregistrés. Donc, il y a eu beaucoup de soins. Et ce qui est très intéressant, et ça m'est arrivé beaucoup dans ma carrière, c'est que j'ai toujours visé cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect de la qualité de comment je délivre un album, comment je délivre ces musiques-là. Et c'est quand même incroyable après. Disons, moi, je suis très, très, très concentré à faire ça. Et donc, c'est-à-dire que ça m'intéresse d'aller enregistrer le piano, par exemple. De la meilleure façon possible, c'est pour cela que j'ai choisi un studio en Italie qui s'appelle Studio Artesuano, qui est justement géré par un ingénieur son extraordinaire qui s'appelle Stefano Meri. Ce n'est pas au hasard, je ne suis pas allé dans ces studios au hasard. Il y a un piano Fazioli qui est gardé au petit soin. Il y a une personne qui accorde ces pianos, Claudio Soligon, qui est un des meilleurs accordeurs que j'ai pu connaître, surtout en plus dans mon pays en Italie. Donc, disons que dans certaines conditions, disons qu'il y a même une équipe qui, en travaillant à côté de moi, a permis de faire, selon mon opinion, quand même un album qui respecte aussi le standard de qualité que j'aurais voulu atteindre. Or, il s'avère que parfois, pouvoir le savoir, en fait, cet album, il va dans le monde et bien sûr, il rejoint des journalistes, il rejoint des gens qui s'occupent de l'Europe Jazz Network. Bien sûr, il est aussi c'est un établissement qui réunit tous les festivals d'Europe, etc. Il fait une sorte de fédération. Et Musica Jazz, c'est un peu le magazine de jazz italien. Il s'avère que parfois des gens apprécient ce que je fais et donc parfois c'est même une surprise parce que c'est surprenant. Par exemple, on se retrouve sur le magazine en tant qu'album du mois. Ce que je peux dire, c'est que moi je suis juste honoré de ce genre de reconnaissance et je dois quand même remercier toutes les personnes qui travaillent à côté de moi parce que c'est aussi grâce à eux que ça se produit. Et moi je sais quand même diviser la production de ce que je fais. Et après, si quelque chose arrive, je suis vraiment reconnaissant et je peux juste être reconnaissant et très, très heureux de ça. C'est bien d'avoir de la gratitude. C'est très bien. C'est important. D'ailleurs, votre dernier album, Solo Piano Musique 2, figure parmi les meilleures ventes d'albums de l'année. En Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie, Allemagne. Alors, quand concevez une musique puis l'élaboration d'un album complet, votre créativité fait-elle écho à vos aspirations, vos envies du moment, ou vous vous adaptez au public selon sa région du monde? Non, c'est plutôt l'inverse. En fait, l'album sort et finalement, je pense que moi, je vois chaque sortie d'album. J'adore faire ça, j'adore composer la musique, j'adore l'enregistrer et j'adore la publier. C'est quelque chose que vraiment, ça me fait du bien, ça me met dans une bonne énergie aussi. Et ça me surprend, justement, comme ça peut surprendre aussi après sa sortie. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme un bébé qui était, comment dire, nourri et tout ça. Et après, paf, c'est le moment, c'est les 18 ans, si je peux dire ça. Paf, l'album, il est prêt pour sortir. Et à ce moment-là, disons qu'il n'y a plus vraiment de contrôle par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'album, il est libre, la musique qui est contenue bien sûr dans l'album, elle est libre d'aller toucher les gens, elle est là pour être partagée. Et du coup, je reçois ces informations. Je dis, ok, en Turquie, l'album, il est entre les meilleurs. Il y a un album que j'ai sorti par des gens que je ne connais pas, qui devient l'album de l'année pour une certaine journaliste. Après, c'est très sympa parce que bien sûr, ça crée des connexions. Parce que finalement, alors je trouve une autre journaliste turque dans un autre pays qui me parle de cette connexion-là. Et alors, c'est comme ça qu'effectivement, on commence à créer des connexions, même dans des pays où on ne pensait pas du tout de pouvoir partager la vie. Genre, je ne pouvais pas le savoir au préalable, ça c'est sûr. Donc, ça fait immensement plaisir et ça crée des magnifiques connexions. Par exemple, il y a un petit souvenir très sympa. Il y a quelques années, j'avais visité la ville de Barcelone, par exemple, et c'était la première fois que j'allais à Barcelone d'ailleurs. Donc, je n'avais jamais mis pied dans Barcelone, et donc je visitais le pays. Et c'était quand même, ça s'avère un truc incroyable parce que je mets pied à Barcelone, je sors du TGV et je me rends dans un petit restaurant pour manger. Donc je passe un bon moment, je mange des nourritures fantastiques du lieu comme ça. Et au bout d'un moment, en sortant j'avais juste mis pied à Barcelone.
je prends mon téléphone et je vois qu'il y a un tweet où je suis tagué dans un tweet et je dis, bah, j'avais parlé avec une personne à l'intérieur de ce restaurant, une personne qui venait de Suède, et m'avait dit non, mais il faut que tu contactes quelqu'un qui suit ça, parce que tu t'occupes de jazz, non, mais il faut que tu parles avec cette personne que je connais personnellement. Alors, je vois, bah, c'est certainement cette personne qui m'a envoyé ces tweets. Finalement, non, en fait, je regarde bien et je ne comprends pas bien. En fait, dans le même moment où j'avais mis pied à Barcelone, il y avait une heure d'émission radio qui était dédiée à mes derniers albums, en fait, par cette journaliste que je n'ai pas pu contacter, c'est qu'après 1 an et demi, parce que j'ai après trouvé un autre journaliste qui m'a enfin donné son numéro parce que c'était impossible de le contacter. Et cette personne avait fait une rétrospective de tous mes albums, mais le jour même de la radio de Barcelone. C'est la radio officielle de la Catalogne. C'était quand même, il y a des connexions où je dis mais c'est pas possible, mais c'est juste aujourd'hui, et moi, aujourd'hui, je suis à Barcelone. Dommage parce qu'on n'a pas pu se rencontrer justement quand on a pris contact. Il a dit non, ça aurait été magnifique, tu aurais pu passer à la radio nationale pour nous parler justement que tu étais en plus à Barcelone le même jour. C'est pour dire qu'il y a des connexions qui se font même avec les lieux, et c'est pour cela que je pense que même dans la musique, on garde encore un côté quand même sacré, spirituel de la connexion, de l'énergie. Je vais essayer d'être le plus large possible pour inclure tout le monde. Mais il y a quelque chose quand même qui nous réunit avec les êtres humains, avec les énergies. Ça, c'est important. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'était une belle synchronicité. C'était une belle synchronicité, c'est quand même incroyable. Donc j'étais bien sûr, c'était très flatteur de vous dire, ok, mais je me promène, dans ces rues et il y a la même musique dans la radio. Aussi connu que Lionel Messi à Barcelone. Alors. Voilà, quand même. Si je peux dire. Selon vous, d'où vient ce pouvoir extraordinaire et universel de la musique? Bien sûr, il faudrait une longue réponse, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que dans la gestualité et dans la gestation et dans la création de la musique a à faire avec le temps. Alors le temps, il y a même une idée du temps. Alors, je pense que l'idée du temps de la musique, ça rapproche énormément à l'idée du temps qu'on puisse trouver avec la religion, la spiritualité et la méditation. On ressent toujours dans un champ assez large. C'est-à-dire que l'énergie la musique peut en fait délivrer des énergies, et surtout parce que la façon dont elle est créée, ça permet une sorte de méditation. Il y a beaucoup, par exemple, de paramètres qui sont assez similaires, ils sont voisins à la religion, par exemple, et à la pratique de la religion et de la spiritualité. C'est-à-dire, nous, on sait très bien, par exemple, la répétition de certaines phrases, la répétition de certaines phrases musicales ou spirituelles. On peut penser au psaume, mais on peut penser à beaucoup d'autres choses, pas forcément qu'à ça. Déjà, par exemple, on peut penser dans le rituel, par exemple, d'une messe ou d'une préparation, que ce soit vraiment n'importe quelle religion, on a des rituels en fait, on a un côté rituel. Et je pense que la musique, elle a préservé cette partie ritualistique aussi, ce qui permet, je pense, à mon avis quand même, de pouvoir faire cette expérience et de pouvoir la partager avec le public. Alors c'est pour ça que c'est un langage qui a entre soi à garder certaines parties rituelles en fait. Et du coup, ces trésors-là, il faut pas, justement, pour moi, il ne faut pas le perdre. En fait. Voilà, c'est pour cela aussi que je m'occupe j'essaie de travailler beaucoup là-dessus, parce que j'essaie je dis pas de faire de la musique spirituelle, mais j'essaie de donner des inspirations aux autres musiciens, aux musiciennes qui puissent écouter mes musiques, et c'est ce que je fais aussi, d'ailleurs, moi, en écoutant les autres. J'aime bien créer une communauté qui s'occupe de préserver un peu ces côtés de la musique. Donc, bien sûr, il y a la musique il y a beaucoup de fonctions de la musique. Je m'intéresse beaucoup à cette fonction de la musique. Après, il y en a sûrement certains musiciens qui vont s'occuper d'autres fonctions, et c'est très bien aussi. Pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Alors, depuis quelques années, nous nous rendons compte que la musique, par exemple, à travers la musicothérapie, soignerait certains maux, MAUX. Alors justement, aujourd'hui, quand vous jouez, quelles émotions ressentez-vous? Et la musique vous apporte-t-elle un bienfait? Alors pour moi, la musique, personnellement, c'est presque un peu, comment dire, c'est curatrice, c'est-à-dire que c'est un peu, ça me permet, en me perdant là-dedans, parce que moi j'aime bien me perdre dans ma propre musique, j'aime bien rentrer dans cet espace où en fait le temps se perd. En fait, c'est un temps différent, et ça peut se produire quand je m'occupe de composer, mais même quand je m'occupe justement de m'asseoir au piano et jouer.
Or, je trouve qu'il y a un côté et un aspect assez important, soignant presque de la musique. Et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle tous et toutes les musiciens, on fait de la musique. On fait de la musique même pour partager cet aspect, vous avez dit non, l'adjectif, mais bien sûr, il y a un aspect thérapeutique. Et ça, par exemple, ça nous arrive tout le temps, et ça arrive à moi, mais ça arrive, j'imagine, à toutes les personnes qui font de la musique, comme moi, qui font partie de ma catégorie. C'est que quand on se retrouve dans un concert, déjà quand on joue, et ça m'arrive même récemment dans ces concerts que j'ai fait à Paris, parfois, bien sûr, ça m'arrive de regarder le public et je regarde parfois le public, il est là avec les yeux fermés et ils sont en train de méditer sur la musique comme ça. Euh, et, euh, et ça pour moi c'est le meilleur, déjà le meilleur compliment pour ce que je fais parce que quand je regarde des gens qui ferment leurs yeux et ils sont là et en écoutant la musique, ils sont complètement portés par la musique. Je pense que c'est important pour les gens d'arriver à avoir des moments comme celui-là parce que on a besoin aujourd'hui d'avoir ces moments où on peut oublier pour un instant tous les problèmes et se retrouver dans un moment où on peut se refermer, se recentrer sur soi-même et peut-être retrouver un petit chemin perdu à l'intérieur de soi. Et si ma musique peut servir à ça même pour 2-3 personnes, c'est déjà abouti tout ce genre de travail. Et bien sûr, cela m'est arrivé beaucoup de fois avec certains concerts ou certaines musiques. J'ai eu des genres de retours de cette façon-là. Et pour moi, ça c'est le meilleur compliment et c'est déjà la raison pour laquelle je continue à faire ça. Parce que je pense que ce soit quand même un tout petit peu aussi partie de notre métier de donner ça et surtout de donner ça aux autres en fait. Donc bien sûr, c'est thérapeutique pour nous, mais c'est surtout pour les autres qui nous écoutent. Et ça, c'est une grande valeur en fait. Moi, je le prends comme un grand compliment. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Par exemple, j'ai fait un concert, c'est mai de cette année, avec mon groupe Silent Fires. C'est un quartet avec une danseuse, donc on est un quintet finalement. Et on fait justement ce projet sur la spiritualité. On a fait un festival dans une église à Oslo, à côté d'Oslo. C'était un festival qui s'appelle Dupe Underdrag. Il est justement organisé par un pianiste, Thor Gustafsson, qui fait justement un festival sur la spiritualité et la méditation. Et donc c'était quand même incroyable parce qu'ils ont fait un festival depuis des années où ils travaillent juste sur l'idée de la méditation. Et ils ont des gens de toute religion qui participent à ces festivals. Et c'était quand même quelque chose d'incroyable. On a joué, avant nous, il y avait quand même une partie de musique classique du compositeur Sylvestrov. Il y avait des musiques super spirituelles, comme ça, méditatives. Et donc déjà, les gens, il y a tous les gens, l'église était pleine, il y avait tous les gens avec les yeux fermés qui écoutaient la musique en silence. Ils étaient vraiment en train de méditer. Et quand on a joué nous-mêmes, on a quand même joué des musiques avec il y a un peu d'électronique, il y a un peu de violon, il y a un peu de tout. Et c'était incroyable. En fait, il n'y avait même pas l'air. On pouvait sentir un silence extrême. Et les gens, avec les yeux fermés, ils méditaient avec nous, grâce à nous. Et ça nous a... C'était incroyable. On terminait un morceau et les gens, ils ne voulaient même pas... En fait, ils nous ont beaucoup applaudi après. C'était hyper bien apprécié. Il y avait beaucoup de musiciens super connus en Norvège qui étaient au concert. C'était... Waouh, mais heureusement que je les ai vus après parce que ça m'a mis un peu la pression. Après, c'était des gens super connus. Et je crois beaucoup à ça, en fait. Les gens, et j'ai eu des retours, et justement, ils nous ont dit, non, on a vraiment médité grâce à vous, grâce à votre musique. Je crois beaucoup à cet aspect de la musique. Et donc, si je peux après me mettre en contact avec des situations, des musiciens et musiciennes qui partagent la même envie, je pense que pour moi, ça, c'est très important de faire ça. Et ça donne aussi de la valeur à ce que je fais. Autrement, je pense de perdre vraiment beaucoup par rapport à cette expérience. Sans ça, ça me paraît vraiment dommage de passer à côté de cet aspect-là. Et en un mot, comment vous définiriez-vous la musique ? Un mot, c'est difficile dans un mot, mais disons, ça peut être... déjà, c'est le partage. Je pense que c'est très important de faire de la musique pour soi-même, mais aussi pour les autres. Je pense que la musique aboutie, c'est une musique qui inclut les autres, qui inclut qui l'écoute. Et ça peut être une musique de recherche, ça peut être une musique quand même très difficile, très complexe. Mais si elle vise quand même l'autre, si elle vise la connexion, et ça, par exemple, c'est quelque chose qui s'attache, qui est très proche au spirituel aussi. C'est-à-dire, c'est une expérience, voilà, on peut dire ça, c'est une expérience collective qui est menée par la passion, mais même par l'exigence de pouvoir donner quelque chose d'important
et de recevoir aussi, parce que bien sûr, là on a parlé de musique, mais il faut quand même pas oublier qu'en tant que musicien, on reçoit tellement d'énergie par le public, par les gens qui nous écrivent des retours par rapport à nos disques et tout ça. Et ça, c'est fantastique, c'est incroyable, c'est un don en fait. Nous, on reçoit des dons. Je pense que c'est ça, enfin, c'est le partage en fait, si on peut dire ça. C'est un moment de partage qui nous éloigne pour un petit instant peut-être par les problèmes de la contemporanéité, de nos vies personnelles. Et à un certain moment, c'est un langage qui nous parle. On n'a pas besoin d'un langage, de connaître le français et l'italien pour parler cette langue-là. Et donc, je pense que ça puisse arriver au cœur de tous et de toutes. Et surtout, nous, on reçoit des énergies magnifiques en retour qui nous permettent vraiment de continuer à faire ces parcours, qui est quand même un parcours privilégié. Il faut le dire, on est privilégié de faire ce métier-là. C'est un métier qui est très compliqué, mais qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction et beaucoup d'énergie en retour. Donc, voilà. Plus tôt, vous avez parlé du studio en Italie. Alors, sur quel type de piano vous aimez jouer? Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de maisons de piano. Et disons que j'aime bien. Alors, sûrement, j'aime bien, comme tous les pianistes, j'aime bien jouer sur des pianos, disons, des marques les plus importantes. Alors, finalement, sur les derniers albums, j'étais, disons, ravi. Ce n'est pas que je ne suis pas ravi, je ne suis pas ravi de jouer dans les autres marques, parce qu'il y a des marques magnifiques. Steinway, un sens, Yamaha, Bose&Doepfer, il y en a vraiment, vraiment tellement. Mais c'est vrai que c'était intéressant pour moi de faire ces deux albums avec ces pianos Fazioli, parce que c'est un piano fait en Italie, c'est fait par une entreprise, je pense, qui a travaillé magnifiquement là-dessus. Et j'adore vraiment leur piano. Donc, c'est pas parce que je n'adore pas les autres pianos, mais je trouve que ces pianos, quand même, c'est un peu la fierté aussi de l'Italie de construire des pianos vraiment excellents. Et c'est fait dans la Val de Fiemme. C'est pas trop loin du studio d'enregistrement où j'ai enregistré ces albums-là. Et je le trouve simplement magnifique. Donc, c'est bien, vous valorisez aussi le patrimoine culturel italien. C'est important. Bien sûr, après, il y a vraiment beaucoup de soins derrière la création de ces pianos-là. Il y a vraiment une idée particulière de qualité. Un peu l'idée, c'est un peu l'idée, disons, principale qui est un peu derrière mes créations, c'est quand même de se mettre aussi en contact, de se faire inspirer et de travailler avec des gens qui visent la qualité et pas forcément d'autres aspects. Bien sûr, on peut viser beaucoup d'aspects, on peut viser l'aspect plus de réussite commerciale, des choses différentes. Et moi, je n'ai rien contre cette idée-là. C'est vrai que dans la démarche, comme vous avez pu comprendre, tout ce qui est un peu la démarche que je fais par rapport à la musique. L'idée, c'est vraiment ça, de s'entourer un tout petit peu par des gens qui veulent travailler un peu dans la même direction. Voilà. Et c'est le même cas des gens avec lesquels j'ai travaillé. Vous avez peut-être remarqué, il y a des vidéoclips, il y a des vidéos, il y a des photos qui sont faites par des artistes, en fait, qui travaillent avec la même idée. Donc voilà, c'est un peu ça, disons, ma guide un peu pour ça. En plus de vos albums solo, collaboré sur des projets en duo avec Christophe Marguet et en quartet avec les groupes Sinenfa et Itra. Alors, sur les aspects professionnels et personnels, que vous apportent ces collaborations? Alors, tout d'abord, ça crée une possibilité importante, c'est celle de pouvoir mettre en dialogue mes compositions avec des musiciens qui ont une extraction culturelles différentes. Il y a des musiciens qui sont plus visés, par exemple, dans l'improvisation libre, dans l'improvisation contemporaine. Il y a d'autres musiciens qui ont plus un background, un parcours, oui, classique, ou d'autres parcours qui sont plus de la musique folklorique, par exemple, de leur pays, ou des démarches sur la musique électronique. Donc, effectivement, quand on met en communication des êtres humains, des personnes différentes, et on partage notre musique, on apprend beaucoup. Déjà, on apprend à voir notre musique d'une vision différente, parce que eux, ils vont apporter à ma propre musique quelque chose que moi, je ne pourrais pas apporter moi-même, parce que je n'ai pas la même vision. Pour moi, bien sûr, j'ai une vision différente. Donc, du coup, c'est un grand enrichissement, et ça permet aussi de voir le même morceau d'une façon différente. Par exemple, avec ces groupes-là, ça m'arrivait beaucoup de fois d'utiliser un morceau que j'utilise par exemple en piano solo, que j'ai déjà enregistré en trio par exemple, de le jouer en duo par exemple, en quartet. Et
Et c'est incroyable. Parfois, j'ai fait écouter ces musiques. Certaines musiques ont été déjà publiées, mais d'autres vont être publiées, donc ils ne sont pas encore publiées. Et donc, j'ai fait écouter ces musiques jouées d'une manière différente à des gens qui connaissent très bien ma musique. Et ils n'ont même pas réussi presque à reconnaître le même morceau, parce que c'est tellement la différence de l'interprétation. Bien sûr, parfois, j'ai pu changer un peu de tonalité, de façon de le jouer, mais c'est pour dire à quel niveau ça peut vraiment changer un morceau, même la façon dont les gens... Ah oui, bien sûr, c'est le morceau. Ah oui, justement. Mais ils n'arrivaient pas à le reconnaître à la première écoute comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un apport magnifique et extraordinaire en fait. Et en plus, quand on a les bons musiciens, les bonnes musiciennes, si on a choisi vraiment des collaborateurs, collaboratrices qui méritent bien sûr. Voilà, ces partages qui donnent vraiment beaucoup en plus. Dans l'avenir, avec quels artistes aimeriez-vous collaborer? Alors, dans le futur, vous dites? Oui. Si vous avez un souhait. Alors, j'ai beaucoup d'envie. En fait, comme tous les musiciens, on est dans le passé, on est dans le présent et on est dans le futur. Donc, quelque part, j'ai des idées, j'ai des rêves. Du coup, je préfère garder le mystère. Je préfère le mystère à dire aujourd'hui, oui, je veux travailler avec cette personne-là et après, je ne sais pas. Donc, mais soyez sûrement, il y a des choses qui vont se faire dans le futur. Donc, d'accord. Alors, parmi toutes vos créations musicales, laquelle fut la plus facile à composer et à contrario, celle qui vous a donné le plus de fil à retordre? Disons que toutes les compositions m'ont donné du fil à tordre maintenant. Mais disons que alors l'intuition c'est toujours assez simple. C'est-à-dire que disons que le travail de composition est sûrement de finalisation de quelque chose, d'un morceau, d'une œuvre, etc. Il y a deux stades en fait. Alors le premier stade est toujours assez simple, c'est-à-dire que le stade de l'intuition, c'est quelque chose qui, comme on disait avant, ça peut venir même dans une salle avec un téléphone, j'enregistre une idée. Alors là, après le développement, c'est qui est plus difficile. Alors c'est un peu plus compliqué à faire, mais encore, le fil à tordre, c'est par exemple pour moi quand je dois délivrer par exemple un album. C'est pas forcément de la composition. La composition, ça se fait toute seule et ça prend éventuellement du temps. Alors là, il faut prendre le temps de respecter chaque création musicale, chaque petite mélodie, chaque petite idée, et de se donner le temps de la développer comme il faut. Alors ça ne c'est pas du fil à tordre, mais c'est vrai que ça prend du temps. Alors ce que je trouve un peu plus difficile, c'est peut-être la partie finale. C'est-à-dire que quand on arrive à bien faire le morceau, on l'a enregistré, il y a un moment où on doit aller en studio pour finaliser l'album, le CD qui va après être imprimé. Et ça, c'est quand même, ça peut devenir un petit cauchemar, parce qu'on adore tout ce qu'on fait, et on adore chaque morceau qu'on a composé, mais aujourd'hui, il faut dire, ça c'est la version définitive pour aujourd'hui. Donc quelque part, j'ai appris aussi avec le temps à ne plus viser la perfection, parce que la perfection, ça peut donner une frustration et ça peut donner une sorte de insécurité. Alors je trouve que ce qui est très important, c'est de se viser toujours, être sûr de ce qu'on fait, être fier de ce qu'on fait. Donc quelque part, ce dernier processus, c'est très dur quand on doit terminer, par exemple, on termine un album comme piano musique. Alors il faut aller en studio demain, dans 10 jours, dans un mois. Il faut que, certainement, moi je m'occupe de production, j'ai appris un petit peu à faire ça et aussi à accepter que ce ne sera pas peut-être le 100% ce que j'ai dans la tête, même parce que quand je commence à avoir des retours, notamment des retours par les journalistes, etc., déjà, personne n'est d'accord avec les uns les autres, parce qu'il y a quelqu'un qui adore le premier morceau, il y a d'autres qui adorent le troisième morceau, par exemple, pour faire un exemple. Donc, quelque part, c'est ce que je disais avant. C'est comme un parent, en fait. Je nourris cet enfant, et à 18 ans, il est libre. Donc, quelque part, même si ça me donne du fil à tordre, à un certain moment, j'accepte tout de cette création. J'accepte le bon, éventuellement, et beaucoup de fois, ça me surprend de trouver que finalement, cette musique est respectée, elle est appréciée. Même plus, parfois, et par exemple, c'est le cas d'un morceau. Là, je fais un petit exemple, vu qu'en plus, c'est récent, j'ai fait un morceau, en plus qu'il a un titre français, donc ça tombe bien. J'ai fait un morceau qui s'appelle Feuille. C'était un morceau qui est allé, il est aujourd'hui déjà à plus d'1 500 000 écoutes sur Apple Music. Il est rentré dans une super playlist, etc. Moi, je ne voulais pas du tout viser la playlist. D'ailleurs, ces morceaux-là,
je voulais pas forcément non plus le mettre dans l'album en fait. C'était un morceau sur lequel j'étais pas trop sûr. Mais c'était un morceau j'avais composé parce que j'étais né à ma nièce. Et donc j'avais beaucoup d'affection pour ces morceaux-là. Par contre, au niveau de production, je me disais, mais est-ce que ces morceaux qui étaient assez mélodiques, etc., est-ce qu'après ça va vraiment plaire? Et justement, je me suis dit, bon, quand même, ça fonctionnait dans l'idée du morceau, dans l'idée de l'album, ça c'était parfait dans le moment où je l'ai inséré. Et je me suis fait porter vraiment par l'idée de la qualité, de la direction artistique. J'ai dit, ok, ça fonctionne, je le mets. Mais personnellement, par mon retour personnel, je me suis dit, bon, je ne sais même pas les gens vont aimer ces morceaux-là. Moi, je l'aime bien sûr, mais je n'étais pas du tout sûr, par exemple, que ça aurait été apprécié. Et ben, c'est le morceau que tout le monde me demande, ah oui, mais là, tu me joues ça ce soir au concert, est-ce que vous allez jouer ça? Et c'est un morceau qui a touché beaucoup de monde. Et moi, personnellement, j'étais presque dans l'idée de ne pas l'insérer dans mon album. C'est pour cela que je dis, je pense que la musique, elle se porte où elle veut. Et c'est ça le beau aussi. C'est mystérieux en fait. Et j'accepte ces côtés. C'est dur de décider et parfois, voilà, parfois on fait des erreurs, parfois on fait des bons choix. Donc, C'est la magie de la vie. c'est la magie de la vie. Ouais. Voici un extrait de Feuille. À ce jour, vous avez enregistré 14 albums. Alors pour le moment, êtes-vous satisfait par votre belle carrière? Où je sens de ne pas avoir trop de regrets. Oui, ça oui. Bien sûr, j'aurais pu faire des choses différemment, j'aurais pu faire des choix différents dans le passé, mais je ne regrette rien, on peut dire, pour faire une petite citation. Je suis assez content de ce que j'ai fait parce que chaque chapitre de cette production, ça m'a permis de comprendre des choses, de croître, et de faire des erreurs et d'apprendre par mes propres erreurs. Donc, je pense que ce soit normal. Et ça arrive à tout le monde. Et on a tous et toutes fait des albums. Mais en général, je n'ai pas vraiment beaucoup de regrets. Même dans les albums qui, éventuellement, auraient pu avoir un peu moins de retours par rapport de la presse spécialisée, etc. Bah déjà, franchement, je suis assez privilégié parce que presque tous mes albums ont été un peu repérés en tant qu'album presque tous. Donc, je ne peux pas vraiment me plaindre. Mais disons que c'est normal, c'est un parcours. J'ai aucun regret parce que j'ai toujours appris et je pense d'avoir toujours quand même mis le maximum sur chaque sortie. Encore un peu le discours, comme je te disais avant, si on fait notre propre chemin. Ce que j'ai appris, si on peut dire ça, à ne pas presser. Comme je disais avant, parfois le marché, ça peut demander de sortir de la musique d'une manière trop rapidement ou assez rapidement parce que il faut pas courir le risque de se faire, mettre dans une cage parce qu'on doit faire quelque chose, on doit sortir un album maintenant parce que si on ne sort pas cet album-là, ah non, alors la carrière, ça peut être mise en danger parce qu'on n'est pas présent tout le temps. J'ai appris avec le temps que j'ai eu dans d'autres situations, je me suis senti un peu plus pressé par je ne sais pas, quelqu'un qui travaillait pour la production, d'arriver à finaliser un produit artistique dans des délais trop courts pour moi. Et j'ai appris à sentir mon corps, à sentir mon âme et me dire, ok, je prends le temps nécessaire. Je le fais toujours avec cet enthousiasme en fait. Et je veux toujours continuer de cette façon-là. Et quelque part, quand on fait ça avec enthousiasme, avec soin et l'idée de vouloir vraiment délivrer le maximum possible de qualité, finalement, on n'a pas trop de regrets. Bien sûr, on peut regretter un tout petit peu un choix ou l'autre, mais c'est jamais dans l'ordre du désespoir. C'est vraiment dans l'ordre de l'acceptation d'avoir fait une petite erreur. Et voilà. Pour l'instant, quelles sont vos plus belles rencontres et vos plus beaux souvenirs? Il y en a beaucoup, mais bien sûr, les plus belles rencontres, disons que j'ai pu connaître beaucoup de gens, mais les plus belles rencontres, c'est, vous dites professionnelles. Oui. Sûrement, je ne peux pas éviter de nommer, bien sûr, toutes les personnes qui m'ont aidé à croître. Donc, justement, j'avais déjà nommé cette personne, Michal Perrine. C'est une personne que je dois quand même renommer parce que c'est la personne qui m'a vraiment donné la confiance à croire en mes propres
disons, oui, mes propres projets, mais aussi aussi mes propres atouts en tant que musicien-compositeur. Donc c'est une personne, bien sûr, qui est très importante pour moi. Et après, professionnellement, je dois dire, un peu tous les collègues et toutes les collègues que j'ai rencontrés, chaque personne m'a donné quand même quelque chose. Euh, et après, bien sûr, au niveau professionnel, c'est quand on est en tournée, il y a beaucoup de... À chaque fois, en fait, c'est une réussite. Donc, moi, je vois vraiment comme ça. Je vois que je ne prends rien pour, disons, acquis. Et donc, à chaque fois, je célèbre comme si c'est quand même mon meilleur prix, quelque part. Et je le vois comme ça. Et je veux voir ça comme ça parce que je ne veux pas que ce soit donné pour acquis, que bien sûr, j'ai eu la chance quand même de pouvoir jouer, par exemple, dans des institutions culturelles italiennes, tu vois, vous voyez, dans des niveaux quand même un peu plus, si on peut dire ça, un peu plus institutionnel. Et c'est vrai que ça fait toujours du grand plaisir de faire ça, parce que c'est quand même c'est une fierté aussi de pouvoir partager sa propre musique dans un contexte comme ça. Mais j'ai pu aussi apprécier les petits concerts faits d'une façon plus intime où j'ai vraiment pu avoir des connexions. Donc pour moi, c'est un mélange de tout, et si on peut dire ça, à chaque fois c'est une réussite et je veux la voir comme ça. Donc, et ça c'est aussi à chaque fois que je fais un concert avec mon groupe, par exemple Silent Fire, j'avais justement indiqué ces concerts, et pas pour hasard avant, ces concerts qu'on a fait à Oslo. C'était un concert qui m'avait beaucoup touché aussi personnellement, et je l'ai vu comme vraiment une grande rencontre. En fait, on se retrouve, on va dans cette église-là et on fait ces concerts où je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'inoubliable quelque part. Je suis sorti de ces concerts comme si j'avais fait une expérience extraordinaire que je vais vraiment, dont je vais avoir un souvenir toute ma vie, en fait. Alors, ce n'est pas tous les concerts comme ça, mais cela arrive, en fait. Et un autre endroit où cela se produit assez souvent, et vu qu'on est à Paris, je veux nommer ça, avec un grand plaisir, c'est dans ce club qui s'appelle La Gare à Paris. C'est un club qui m'a donné jusqu'à aujourd'hui 10 concerts de résidence sur piano musique, sur ces deux albums que j'ai enregistrés et publiés. Et c'est vraiment différent. Là, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est un club de jazz qui vise surtout un public assez jeune, ce qui est assez rare finalement dans ce genre de contexte. C'est un peu la même chose en fait, c'est un contexte très très différent. J'ai fait ces deux derniers concerts juste ce week-end-là avec le batteur que vous avez nommé Christophe Marguet, et j'ai fait ça aussi avec d'autres batteurs au long de cette résidence. Et c'est un peu la même idée, c'est l'idée d'avoir ces lieux où la musique est partagée d'une façon particulière. Il y a une énergie extraordinaire dans ces lieux. Et cette année, c'est une vieille gare de la SNCF, je pense, qui est devenu maintenant un club de jazz et un club qui fait aussi d'autres musiques. Et aussi, ils ont bien sûr l'orchestre du Conservatoire supérieur de Paris qui fait toutes les semaines il a résidence là-bas. Et j'ai eu vraiment l'honneur de pouvoir faire ces résidences en présentant mes musiques. Et il y a un public qui est extraordinaire, c'est un public qui est là, qui communique leur enthousiasme et tout ça. Et à chaque fois, on se retrouve sur scène avec aussi ces musiciens. Par exemple, c'était le cas, on avait presque 1000 personnes par soir qui sont venues nous écouter. Et il y avait cette énergie, cette énergie monstrueuse en fait, de la part du public qui nous a permis de faire des concerts où en fait, on arrivait à jouer avec... Bien sûr, avec beaucoup d'énergie délivrée sur scène, énormément d'énergie. Je rentrais chez moi, à chaque fois, je suis rentré après les concerts, j'avais vraiment la sensation d'avoir donné comme 10 concerts dans un concert, quelque part. Et ce sont ces expériences-là, je pense, que finalement donnent ce genre de souvenirs qui pour moi, ça reste quand même une réussite. Ça peut être vraiment différent par soir et par situation. Alors, vous venez d'évoquer une personne importante dans votre carrière. Existe-t-il d'autres personnes qui ont contribué à l'évolution de votre carrière? Bien sûr, je devrais nommer tout. C'est important aussi. C'est important. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que c'est grâce à tous mes profs, en fait, tous mes professeurs que j'ai pu rencontrer dans ma carrière académique, dans mon parcours académique. Et il y en a beaucoup. Hein. Donc, c'est vrai qu'au niveau classique, j'ai eu
j'ai eu, au conservatoire de Parme, bien sûr, j'ai pu. C'est un peu dommage, je veux pas oublier certaines personnes. Mais disons que le conservatoire de musique de Parme, Arrigo Boito et la Norges Musikhochschule à Oslo, c'était quand même pour moi vraiment la formation, si on peut dire ça. Et je dois beaucoup à cette formation, à ces professeurs, parce qu'ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment forgé. Non pas seulement avec le niveau technique, mais aussi avec l'idée de penser, certaines idées de penser à la musique sans compromis, l'idée de vraiment viser une certaine qualité de direction, et bien ça c'est grâce à eux en fait. Moi je l'ai appris, mais c'est aussi vrai que sans avoir eu des discussions avec ces personnes-là par rapport à comment viser une carrière musicale d'une certaine manière, j'aurais probablement aussi pu trouver d'autres directions au long de mon parcours et peut-être changer d'avis ou faire d'autres choses. Et disons que cela, c'était quand même pour moi un guidon assez fort de garder cette, même avec, si on peut dire, avec l'idée de devoir un peu faire passer, attendre un peu avant d'atteindre certaines réussites. Disons que c'est un parcours un peu plus compliqué, plus complexe, plus particulier. Et peut-être ce n'est pas un parcours que tout le monde a envie de prendre, bien sûr. Donc, mais après des noms, je peux dire, moi je me suis formé avec, je vous dis quelques noms, mais après c'est un peu dommage parce que je sais que je vais oublier quelqu'un, je suis sûr. Donc, mais bon, en formation, j'ai étudié avec un piano classique avec un prof qui s'appelle Roberto Capello, et qui était un grand concertiste, et aussi était le directeur, avant de prendre sa retraite, il était directeur du conservatoire de Parme aussi. Et toujours à Parme, j'ai étudié avec Roberto Bonatti, qui est le directeur du département de jazz. J'ai fait des études de composition avec Giorgio Tosi, qui est un autre professeur de composition. Et ça c'est long, hein. Stefano Rabaglia, il m'a appris beaucoup tout ce qui est lecture de la partition et tout ça. Et c'était une personne qui m'a beaucoup donné de confiance. En ajoutant la liste des professeurs qui m'ont quand même inspiré, qui m'ont aidé. Au conservatoire d'Oslo, j'ai fait un master en fait, qui s'appelle Nordic Composer. Et c'est un master qui s'est déroulé sur 3 conservatoires. Donc j'ai pu vraiment voyager en Scandinavie. Donc à Oslo, j'ai étudié avec le pianiste Michal Perrin, mais j'ai aussi pris des cours de musique indienne avec Sudeshna Bhattacharya, qui était une prof de sarod, de l'instrument sarod, mais justement elle m'a appris à initier à la musique indienne, dont je connaissais aucune scale, aucune gamme, rien. Et j'ai pu aussi étudier avec Eyolf Dale, qui est un super pianiste norvégien, Helge Sunde, qui aussi s'occupe de travailler pour les grands ensembles de jazz, justement à Oslo, mais pas qu'à Oslo d'ailleurs. Et à Göteborg, justement, j'ai étudié avec le contrebassiste Anders Jormin, qui est le directeur du département de l'école de Göteborg de jazz. Et justement, le musicien que j'avais déjà, justement, dont je vais parler avant, Ahmad Al-Khatib, qui est un professeur de musique arabe, et Jude Eloud, il est un super musicien d'ailleurs, qui m'a initié un peu à la musique arabe. Donc on a fait beaucoup de choses avec lui. Et après, la troisième institution, c'était justement à Copenhague, c'est le Rhythmic Music Conservatory, au centre de Copenhague. Et là-bas, j'ai étudié avec un super pianiste qui s'appelle Jacob Anderskov, et un trompettiste qui s'appelle Kasper Tranberg. Donc voilà. Je dois quand même à chacun et à chacune de ces professeurs-là quand même beaucoup, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup appris. Donc j'ai beaucoup d'affection et de respect envers tous, toutes. Pourquoi vous retournez au conservatoire de Parme pour y jouer? Alors, j'ai fait une petite parenthèse. Il y a beaucoup d'années, j'ai un tout petit peu enseigné piano jazz dans le conservatoire pendant 1 an. J'ai fait un petit cours secondaire juste après mon diplôme, en fait, mon master. Et après, ce qui s'est produit de très sympa et ça m'a vraiment chauffé le cœur, c'est qu'en octobre 2022, j'ai présenté mon album à l'occasion du festival Parma Jazz Frontiere, qui est le festival de jazz de la ville de Parme. Et justement, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché de voir beaucoup de mes professeurs qui sont venus m'écouter. Et ils sont venus à la fin du concert à se féliciter comme ça, et ça m'a énormément touché le cœur. C'était un moment très important aussi de ma vie personnelle, de revoir mes professeurs qui sont venus m'embrasser. Ils étaient super fiers du concert. Tandis que si on pense en plus déjà
en Italie, on a un peu cette vision des professeurs comme des maîtres, comme des gens qui sont quand même, c'est des gens qui nous donnent en fait l'idée de comment mener notre vie, etc. Donc on a bien sûr, on nous apprend, et bien sûr, on a énormément de respect pour ces gens-là. Et quelque part, on se sent jamais, comment dire, paritaire. On les voit toujours comme des gens, des figures, justement, des gens qui nous donnent des idées, c'est des mentors en fait pour nous, c'est des gens, des mentors, comment on dit en français, des mentors. Et donc c'est vraiment difficile de se trouver. Moi j'ai beaucoup du mal, en plus qu'en Italie on tutoie tous les gens. J'ai eu beaucoup de mal à tutoyer mes profs en Italie, tandis que je le ferais normalement, mais je le fais, c'est vraiment une idée de respect énorme que je porte envers mes profs, et tous les profs, et notamment même les profs que j'ai juste mentionné ceux en Italie, mais il y en a d'autres en Norvège, dont je mentionnais avant. Pour terminer mon discours, c'était vrai qu'après le concert, ça m'a touché énormément de voir ces gens venir. Mais je pense qu'il y avait un peu de larmes un peu de côté, parce que c'est très difficile pour nous de partager ces émotions-là, en sachant justement qu'il y a même cette idée de grand, énorme respect. On n'arrivera jamais à être comme nos profs quelque part, tandis que bien sûr aujourd'hui, même au niveau d'âge, je ne suis plus l'étudiant de bon temps, etc. Mais j'ai toujours gardé dans mon cœur quand même cette idée que bon, quand même, ils ont une place particulière dans mon cœur, donc je ne veux pas me mettre au même niveau, parce que pour moi, ils m'ont donné quelque chose de très précieux. Et donc, de les voir, c'était vraiment une belle... justement, ça m'est arrivé, et quand on peut, on essaie de se revoir, et de faire avec certains, on arrive quand même à se retrouver pour le moment, le temps d'un dîner, le temps d'un café. Et bien sûr, c'est magnifique. Je porte énormément de respect pour ces professeurs qui m'ont vraiment beaucoup appris. Alors justement, au vu de votre expérience, quels conseils donneriez-vous aux futures générations qui désirent suivre vos pas? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que chaque parcours est unique, et donc il faut le viser de cette façon-là. C'est-à-dire que mon parcours, c'est un parcours qui ne se peut pas reproduire. Cette idée, disons, très claire. Ce que je peux juste conseiller, c'est de vraiment viser ses propres rêves, ses propres directions, et donner surtout, se donner confiance soi-même, que la direction qu'on est en train d'entreprendre, c'est la bonne, et c'est juste, elle a besoin de se former. Elle a besoin de se former avec les bonnes personnes qui puissent nous donner des conseils. Mais c'est très important de suivre sa propre voie, son propre parcours, et jamais sentir une insécurité de vouloir... donc, viser quelque chose d'unique, quelque chose de personnel, quelque chose d'unique. Ça, c'est très important. Et c'est le bon conseil que je donne. Donc, viser même l'idée de pouvoir risquer, prendre des risques, pour que ce chemin soit enrichi et soit personnalisé le plus possible personnalisé. Donc je pense que l'unicité d'un parcours, ça se fait par les erreurs, ça se fait par le risque, ça se fait par la passion, et ça se fait par la volonté de toujours se mettre en question, et de ne pas trop se juger trop fortement, ne pas trop écouter les autres qui nous jugent. En fait, il faut vraiment viser un parcours qui soit, et en plus un parcours qui soit partagé par ceux qui passent autour de nous. Ça c'est aussi très important de tenir en main, que ça ne devienne pas trop un exercice de style, un exercice de devoir démontrer à nous-mêmes quelque chose. Quelque part, disons que la technique ne doit jamais aller contre ce qui est la vraie passion, le vrai parcours personnel, la vraie voie personnelle. Une tournée en France et en Europe va-t-elle accompagner la sortie de votre dernier album, Piano Music 2? Oui, c'était beaucoup d'étapes déjà, il y en aura d'autres l'année prochaine, donc c'est très beau de faire ça. J'ai eu l'occasion cette année de voyager quand même assez, et disons qu'en France, je n'ai pas trop voyagé en France, mais c'est vrai que j'ai fait cette grande résidence à la gare, ici à Paris, et pour moi c'était magnifique. Disons que ça m'a permis aussi de travailler avec plusieurs musiciens, parce que j'ai invité plusieurs musiciens sur scène, dans cette dernière partie, et j'ai pu aussi un tout petit peu construire, parce que c'était une tournée assez longue en fait. Ça a commencé en 2022 déjà, avec en fait moi je vois Piano Music comme un projet entier, donc c'est vrai que j'avais presque enregistré les deux albums en même temps, et finalement on s'est dit avec le label AMP,
que finalement il y avait tellement de choses à dire que finalement ça aurait été mieux de publier un album à la fois et de laisser aussi le temps au public d'écouter, si on peut dire ça, de familiariser avec chaque morceau. Je voulais vraiment laisser le temps aux gens d'écouter l'album un peu plusieurs fois. Et donc avant on avait pensé de faire un double album, voire un triple, un double. Après on a décidé de faire ces sorties séparées d'albums. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura même une partie 3. Hein. Donc, et au long de ces temps-là, j'ai commencé petit à petit aussi à développer un parcours sur la partie de comment mettre en communication mon instrument préféré avec l'électronique. Donc si on peut dire ça, la tournée qui a touché un peu, j'ai fait des concerts en Norvège, en Italie, il y avait des choses un peu à droite à gauche, on peut dire ça, et en Belgique. J'ai aussi commencé à petit à petit aussi développer encore plus. Déjà, j'avais commencé à faire ça ces dernières années, à comment on peut pouvoir mettre en communication l'électronique avec cette disons, pratique acoustique que j'ai depuis, bien sûr, des années, en jouant du piano depuis que j'étais petit, mais sans pour autant éradiquer ce focus sur le piano, qui est mon instrument d'élection. Et donc, Piano Musique 2, il a déjà profité un peu de ces parcours-là que j'ai fait au long des festivals, au long de ces situations-là, où j'ai pu vraiment me mettre encore plus. Et donc, petit à petit, ces parcours se développeront l'année prochaine aussi. Et ça va sûrement inclure de nouvelles surprises et de nouvelles façons de voir cette expérience. Toujours en mettant au centre quand même le piano. C'est un peu mon idée que le piano il reste quand même au centre de cette expérience. Enfin, pour conclure l'interview, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Alors, ce que je souhaite, déjà je souhaite que, tout d'abord, que la musique puisse être toujours au centre, et l'art puisse être au centre de chacun et chacune. Pour deux questions. La première question, c'est que la musique, ça nous permet parfois de nous enrichir, de nous donner des énergies. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'énergie. C'est un monde qui, en plus, il est face à beaucoup de situations difficiles où, effectivement, comment on peut dire? En fait, on a besoin de nourriture spirituelle. Donc, la musique, c'est un des ingrédients et l'art en général, bien sûr, je pourrais dire ça, c'est un ingrédient qu'il ne faut jamais oublier. Et donc, ce que je peux souhaiter, c'est grâce à la musique qu'on arrive aussi à nous nourrir. Peut-être qu'effectivement, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, n'est-ce pas, que des guerres, des situations de violence, etc., peut-être qu'il pourrait, non, je ne dis pas terminer, mais peut-être s'apaiser, on pourrait avoir une clé de lecture différente. Je pense que par la musique, par l'art, et donc quelque part par une pratique de cet art-là, peut-être qu'on pourrait arriver même dans le monde à se parler, à trouver des dialogues qui sont nécessaires aujourd'hui, même parce que on voit que quand même la société, les sociétés, disons, si on peut dire ça aujourd'hui, les plus variées par rapport au passé, mais elles font face quand même à des défis qui sont très, très importants. Et donc, si la musique peut aider, nous unir et nous mettre en dialogue, why not? Pourquoi pas? Ce serait une grande réussite quand même. On le souhaite et on l'espère surtout. Je vous remercie, cher Alexandre Scobio, pour cette belle interview. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous en prie. Voici le cadeau bonus de Magic Moment, Firefly d'Alexandro Scobio.